parmi ces signes d'un renouveau des féminismes avant même l'émergence de MeToo en 2017, on peut relever deux phénomènes importants. C'est la mobilisation des femmes noires et qui vont se retrouver autour de ce qu'elles ont dénommé l'afroféminisme, qui se différencie un peu du black feminism américain, bien qu'en fait elle en soit aussi très proche et très influencée par les lectures du black féminisme, et puis, mais qui voudrait renouer avec des traditions et des origines plus africaines, plus liées à la France et à l'histoire coloniale et de la décolonisation. Donc c'est des groupes antiracistes et qui cherchent aussi à faire connaître leur spécificité de femmes noires et de féministes noires qui ont des choses à dire bien particulières autour de leur expérience, de leur vécu, et qui trouvent là un lieu pour essayer d'explorer ce vécu et des oppressions multiples et croisées. Et puis relever peut-être aussi autour de cette question des femmes noires qui puisque émerge, voilà, c'est cette idée de l'importance de la condition noire en France et de l'histoire des Noirs en France. Il y a des livres sur les Noirs dans les années 30, dans les années 20, mais peu de choses sur les femmes. Donc dans notre ouvrage, on a mis beaucoup de femmes noires dès qu'on pouvait et dès qu'on en avait, qui se sont un peu intéressées aux femmes, notamment les sœurs Nardal qui commencent à être assez connues sur l'entre-deux-guerres, mais qui n'étaient pas du tout connues il y a encore quelques années. Et dans cette prise de conscience des femmes noires, eh bien, il y a deux documentaires intéressants, les Marianne Noires, et puis Ouvrir la voie, qui sont donc des jeunes femmes, très souvent très jeunes, qui témoignent de leur parcours, de leurs difficultés, de leur prise de conscience, de leur révolte. Du côté des femmes musulmanes, donc on sait qu'il y avait des groupes autour de la question du voile, et notamment Maman toutes égales face à ces mesures tout à fait scandaleuses d'interdiction des mamans pour les sorties scolaires qu'a voulu remettre encore, enfin du moins plus ou moins encore au goût du jour il y a peu de temps notre gouvernement, bien que ce ne soit pas officiel. Mais là, c'est une association, l'ALAB, de femmes musulmanes qui ne veut pas se mettre dans un créneau religieux, mais qui veut affirmer leur culture musulmane ou leur conviction musulmane, mais elles sont ni religieuses, elles sont antiracistes et antisexistes. Et alors ça a été fondé par une jeune femme, Sarah Zouak, qui a eu envie d'en savoir plus sur les femmes musulmanes dans le monde, du moins celles qui ont œuvré pour la cause des femmes, et elle est partie avec sa caméra au bout de 2-3 jours de formation, et elle a fait un parcours dans différents pays musulmans, la Tunisie, le Maroc, l'Iran, elle est allée jusqu'en Indonésie pour donner la parole à des femmes, des personnalités qui se sont mobilisées ou qui ont agi pour la cause des femmes. Et quand elle est revenue de ce parcours très émouvant dont elle a fait un documentaire qui est disponible, eh bien elle s'est dit moi aussi il faut que je m'y mette, et elle a fondé cette association avec d'autres pour donner en fait un espace de parole, d'expression, d'échange à des jeunes femmes musulmanes qui aimeraient dépasser, qui sont voilées ou pas voilées, et qui aimeraient dépasser ces polémiques tout à fait stérilisantes et en plus un peu on a l'impression d'un disque rayé là depuis 1989, on tourne autour, on trouve pas de consensus et c'est jamais elle qui parle. Donc là, il y a quelque chose d'une dynamique de prise de parole, et ça nous rappelle un peu les années 70 où tout d'un coup les féminismes était un espace qui permettait cette prise de parole. Or, il se trouve que c'est effectivement des flux et des reflux, c'est-à-dire qu'il y a des moments, cet espace ne permet plus cette parole, soit qu'elle s'épuise, soit que la transmission générationnelle provoque un écart ou une coupure, soit que l'environnement ne s'y prête pas. En tout cas, nous assistons, donc on en arrive enfin à ce que nous avons appelé dans le livre un moment MeToo. Arrive à se coaguler finalement toute une série d'énergies, et notamment d'une jeunesse féministe assez surprenante et très réjouissante, je vous l'avoue, autour de la question des violences. Donc ça a été déjà dans les années 75, la violence, après qu'il y ait eu la loi sur l'avortement en 1975, la violence a été aussi une thématique fédératrice qui mettait du consensus là où la multiplicité des groupes et des options politiques et des options féministes créait beaucoup de forces, disons, centripètes. Et donc
donc là, la violence avait déjà été un moment, jusqu'à la loi de 1980 sur le viol, mais ensuite aussi dans des collectifs autour de la violence. Donc c'est pas une question nouvelle, mais c'est une question nouvelle pour beaucoup. Et le fait qu'il y ait déjà cet acquis, y compris de féminisme institutionnel, qui a fait beaucoup de choses de sensibilisation sur la question depuis longtemps. Aussi la recherche féministe qui a donné des chiffres, l'enquête nationale sur la violence faite aux femmes en France, publiée en 2013, a donné des chiffres, a rendu le phénomène vraiment tangible. Et puis là, tout d'un coup, 2017, avec ce phénomène Nous Toutes, et avec un nouveau média qui est moins nouveau, mais quand même, disons, dont on s'empare cette jeune génération, parce que si elle y est habituée, parce que c'est son espace en fait. Là, tout d'un coup, c'est la parole sur la violence subie. Et c'est la mise en commun qui est quand même quelque chose de particulier dans les féminismes à plusieurs époques. C'est la mise en commun d'un vécu d'oppression, d'un type de souffrance, d'une souffrance qui est niée par une société, qui n'est pas reconnue et qui laisse l'agresseur en toute impunité, voire même ne pas prendre conscience qu'il s'agit d'une agression. Donc évidemment c'est 2017 avec MeToo et les actrices américaines au moment de l'affaire Weinstein, mais c'est aussi Balance ton port de Sandra Muller avec ses polémiques sur est-ce que c'est un lieu de dénonciation, de délation. En fait, il peut y avoir cette question, et il n'est pas à éliminer bien entendu, mais très majoritairement, les femmes qui sont allées sur ce hashtag n'ont pas donné de nom. Donc c'était mon voisin, sans même donner leur nom à elle. Donc de toute façon, les gens n'étaient pas identifiables et la démarche n'était pas du tout majoritairement de dénoncer quelqu'un de précis, même si ça a pu arriver à Sandra Muller elle-même, qui du coup d'ailleurs a été accusée de diffamation et a été inculpée pour diffamation. Mais on sait aussi que culturellement, on dit toujours que les femmes mentent, on ne les croit pas. Dès que quelqu'un dit qu'il a été violé, on s'imagine qu'il ment, alors avant même d'écouter ce que cette personne a à dire. Et il y a quand même un gros problème sur la crédibilité. C'est ça aussi qui est en train de sortir. Et alors, ce qui est stupéfiant pour des observatrices que nous sommes sur la longue durée, eh bien, c'est la masse. C'est la masse de personnes concernées, et le transnational et l'international. C'est-à-dire que ça a été quelque chose d'une génération. Alors après, des générations, ça veut pas toujours dire un âge. Là, on est frappé par la jeunesse, mais ça veut dire un moment où plusieurs personnes prennent conscience, une conscience féministe à un événement précis. Et ça va créer une génération MeToo. Et là, cette génération MeToo, quelquefois ce sont des femmes aussi plus âgées, c'est la prise de parole, et ça va du Pakistan au Canada, en passant par la France. Et là, c'est quelque chose de très spectaculaire. Et qui quand même si on sait que c'est dans un cadre avec un masculinisme et un recul terrible, avec Trump, Bolsonaro, Orban, Erdogan, enfin tous ces grands chefs d'État sont des masculinistes affirmés et volontaires. Et c'est peut-être aussi ce contexte qui a donné un moment de révolte à des plus jeunes. Et donc ce moment est très spectaculaire. Il est caractérisé par sa jeunesse, par son type de médias, mais aussi par des manifestations. C'est-à-dire que quand on voit émerger ces hashtags et ces paroles, donc par Twitter ou sur des sites, eh bien, on aurait pu s'imaginer que ça ne se transforme pas dans des modes politiques plus traditionnels. Or, on a vu, et c'est le groupe notamment Nous Toutes, et avec Oser le féminisme, qui ont organisé ces manifestations au moment de la grande journée internationale de la violence faite aux femmes, le 25 novembre. Donc en 2018, en 2019, ces manifestations ont rassemblé un nombre tout à fait spectaculaire de participantes et de participants, un petit quart d'hommes et de jeunes hommes qui avaient l'air de n'avoir aucun problème pour avoir les pancartes Nous Toutes. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et prometteur, on peut dire. Et ces manifestations, là, c'est aussi intéressant parce qu'on voit qu'il y a aussi des formes politiques plus traditionnelles dans lesquelles ces jeunes peuvent se retrouver et avoir envie d'agir sous forme associative, sous forme, et se réunir aussi, et se retrouver
retrouver et se compter. Et là, il y a quelque chose d'important. Le dernier événement étant le 8 mars 2020, sur lequel s'achève notre ouvrage, et qui a été un moment très fort. Alors là, lié aussi à l'actualité en France, de la cérémonie des Césars où Polanski a été choisi, et Polanski devenant un symbole de cette impunité des hommes puissants, et Adèle Haenel devenant cette actrice qui a dénoncé disons la violence sexuelle qu'elle a subie quand elle était jeune adolescente, qui devient une sorte d'égérie de cette nouvelle génération qui veut être entendue, qui veut parler, alors avec aussi des réactions hostiles, hein, il faut pas non plus le nier, un hashtag qui s'appelle Balance ta truie, c'est charmant, et puis des critiques, notamment cette tribune dans Le Monde, mais en fait, est-ce qu'elle a vraiment d'importance? Parce que c'était Le Monde et parce que c'est des personnalités connues, mais face aux milliers de femmes dans la rue, en fait, c'est une grande guerre. C'est des femmes qui nous tiennent un discours extrêmement comment dire, passéiste, de la liberté d'être importuné, l'idée que la France est un pays de séduction. Enfin, on entend ça depuis des lustres. Je vois pas très bien qui ça va toucher, mais il y a quand même un courant d'hostilité, et c'est souvent des gens puissants, des gens connus, des gens qui ont les médias avec eux souvent, enfin disons les médias importants ou les médias disons moins à gauche, et donc qui s'empresse. Et donc voilà, ce mouvement MeToo, il est exceptionnel, il est une prise de parole et tout d'un coup un besoin de féminisme, et une réappropriation du féminisme, c'est-à-dire qu'elles vont réinventer le féminisme et puis redécouvrir l'histoire. Alors on s'en aperçoit avec la réception assez exceptionnelle de ce livre, où quand on fait des signatures, notre public le plus fan, ce sont toutes des jeunes femmes de entre 20 et 25 ans. Et là, c'est très très touchant, et avec l'envie de s'approprier quelque chose, d'en faire vraiment leur objet. Donc là, on voit bien ce mécanisme qu'on a vu à d'autres moments historiques de prise de conscience, révolte, prise de parole, explorer à partir de son propre vécu, et puis retrouver une chaîne historique de femmes qui, dans le passé, ont pu avoir aussi exactement ce type de démarche, bien que les objectifs et les types de dénonciation ne sont pas les mêmes, la place de la sexualité n'est pas la même, et les revendications ne sont pas forcément exactement avec les mêmes contenus, bien entendu, mais l'élan et le processus de prise de conscience et de mise en marche d'un mouvement collectif est assez analogue.